Bonjour, je vais vous lire un extrait d'un roman de Guy Morand, un polar, L'arme de papillon, aux éditions Nocturnales. Samedi 4 juin. C'était comme un mauvais songe, une image aux couleurs délavées qui tapissait depuis longtemps le fond de son esprit. Abruti par une heure de route sous la pluie et un assommant briefing, il n'arrivait pas à se remémorer l'enchaînement de faits l'ayant conduit jusque-là. Il était confiné dans l'espace restreint du PC Intervention en même temps que Clémentine et une dizaine de gendarmes et regardait la colonne d'assaut qui se préparait à investir la cour de ferme transformée en cloaque. Dans le ciel, sous les nuages anthracites, les hélicoptères du GIGN peinaient à se maintenir à l'aplomb des bâtiments. La pluie ne cessait d'augmenter, peu à peu remplacée par la grêle. L'opération allait commencer dans les pires conditions, avec des données d'intelligence trop complètes pour assurer la sécurité des assaillants. Grelottant dans son blouson mouillé, espérant que son arme de service n'avait pas pris l'eau, le capitaine Alaric Autier, de la crime de Versailles, tenait à peine debout. Jambes au canton, bourdonnement d'oreilles, confusion de l'esprit, ces symptômes le harcelaient sans relâche, et il ignorait s'il serait capable de participer à l'action jusqu'au bout. Il devait couver une mauvaise grippe ou un virus à la mode. Il regrettait d'avoir négligé son état depuis 2 jours, alors qu'un simple comprimé aurait peut-être suffi à le remettre sur pied. Un souci? La question chuchotée par Clémentine fit hausser les sourcils d'un gendarme. Alaric ne pouvait rien cacher à son adjointe, mais il avait espéré que les circonstances la rendraient moins vigilante. « Je suis pas dans mon assiette. » Elle hocha gravement la tête. Elle avait deviné. Il s'en voulut de la placer dans une situation délicate. « Je prends le relais, quand tu veux. » Il acquiesça sans enthousiasme. Il n'avait pas envie de rater l'intervention. Il avait l'intention d'être en première ligne quand on retrouverait Camille, la petite disparue de Dourdan. Son groupe travaillait sur cette sordide affaire depuis 1 mois, et le dénouement semblait proche. À la suite de l'enlèvement d'une écolière de Méru 2 jours plus tôt, la gendarmerie avait lancé un plan filet qui avait permis de localiser le site de séquestration des victimes, une ferme à proximité de Beauvais. L'orage était arrivé alors que les barrages routiers et l'encerclement des lieux s'achevaient à peine. « Allez, go, go, go !» Prononcé à voix basse, l'ordre mit la scène en mouvement. La colonne se précipita dans la ferme, protégée par le bouclier de tête, entraînant un négociateur à sa suite. Plusieurs gendarmes du PC rejoignirent le muret d'enceinte, à 4 pattes, sous la pluie, afin de ne rien perdre de l'opération. Alaric parvint à se hisser sur un bloc de maçonnerie pour obtenir un point de vue plus élevé. Autour du rectangle boueux, encombré de détritus, les bâtiments de briques se répartissaient en 2 étables sur la gauche, une petite écurie et une habitation non mitoyenne sur la droite, une grange à foin au fond et un colombier au milieu. Près de la maison, un chemin pavé quittait la cour en direction d'une construction basse, sans doute la porcherie. La ferme portait les stigmates d'un long dépérissement, et même les planches grossièrement clouées pour condamner une issue ou rafistoler les trous s'étaient dégradées jusqu'à tomber en morceaux. Sans la présence dans la cour d'une Peugeot récente aux portières ouvertes, on aurait pu la croire abandonnée. Comme à chaque fois, tout se passa très vite. Dans un concert de hurlements qui couvrait la grêle, la colonne envahit la maison, puis la grange et le colombier. Elle termina par les étables, déclenchant les aboiements de plusieurs chiens enfermés. Dans la tente derrière lui, Alaric entendit le grésillement de la radio, suivi d'un bref échange. « On a des victimes en détresse. Reçu, le SAMU est pas loin. Regardez aussi dans la cave de la maison. » 3 coups de feu s'échappèrent d'une étable. D'après la reconnaissance, le ravisseur et sa famille s'étaient pourtant retranchés dans la porcherie. L'explication vint par radio. « On a battu les chiens, on s'occupe du suspect. Vous feriez bien de rappliquer ici, à Zap. Je vous préviens, c'est pas joli. »
La colonne sortit par le fond de la deuxième étable et se cacha derrière la grange. Le négociateur parla dans un mégaphone, mais Alaric fut incapable d'entendre ce qu'il disait. Alors qu'il tendait l'oreille, il glissa de son perchoir et tomba dans une flaque d'eau, manquant de s'étaler de tout son long. Clémentine l'attrapa par le bras pour lui éviter une autre chute. « On a besoin de nous, dit-elle. » Trou noir. Alaric ne comprit pas ce qu'elle voulait dire. Elle insista. « On accompagne la cellule d'enquête. Apparemment, ils auraient retrouvé des victimes. »« Camille ?» demanda-t-il. Il avait si souvent prononcé ce prénom au cours des dernières semaines. Aucune idée. Elle partit sans l'attendre. Il s'aperçut que ses chaussures et le bas de son pantalon étaient trempés. Cela n'avait aucune importance. Il s'efforça de rejoindre son adjointe et les 3 gendarmes qui venaient de franchir le portail et longeaient le mur d'enceinte pour rester à couvert. Il fallut enjamber divers débris, tessons de bouteilles et sacs poubelles, avant d'arriver à la porte vermoulue de la première étable. Tout le monde entra sans précaution, au moins pour se protéger de la pluie. Fermant la marche, Alaric fut d'abord étouffé par une puanteur épouvantable, mêlant des effluves d'ammoniac et des miasmes d'excréments et de produits chimiques. Quand sa vue se fut accoutumée à la pénombre, il découvrit une pièce éclairée par des filets de lumière qui passaient entre les planches des volets. Une grille la coupait en 2 parties inégales. La plus grande servait de cage à 3 gros chiens, ceux que les hommes du GIGN avaient abattus. Les enquêteurs et Clémentine franchirent le portillon d'acier et se penchèrent sur une cavité d'1 mètre environ de diamètre, creusée à même le sol de terre battue. Clémentine s'agenouilla. « N'aie pas peur, on est de la police. » Alaric la rejoignit, pataugeant dans le sang des molosses. À son tour, il se pencha, découvrant au fond du puits grossier un petit être qui tremblait. L'un des gendarmes sauta dans le trou. Avec une délicatesse infinie, il souleva l'enfant et le tendit à Clémentine. C'était un garçon de 5 ou 6 ans, d'une maigreur extrême, habillé de guenilles. Quand Clémentine lui toucha le bras, il ouvrit sur elle 2 grands yeux remplis de terreur. Il avait des taches de sang séchées sur les vêtements, mais il ne semblait pas blessé. « Je m'en occupe, si vous voulez, » dit un des enquêteurs. « Pas la peine. » Alaric se sentait incapable d'apporter à la victime l'aide urgente dont elle avait besoin. Il avait pourtant travaillé à la protection des mineurs pendant plusieurs années et secouru bien des enfants martyrs. Mais la maladie l'affaiblissait et diminuait ses facultés. Comme l'ambulance ne pouvait entrer dans la ferme avant la fin de l'intervention, Clémentine se chargea d'évacuer le garçon, qui dans ses bras ressemblait à un pantin de chair. Sans perdre un instant, les gendarmes quittèrent la cage et franchirent une porte menant à la deuxième étable. Alaric les suivit. L'odeur changea, excréments humains, nourriture avariée, mais aussi, reconnaissable entre mille, une pestilence de charogne. Il savait ce que cela voulait dire. Quelqu'un était mort ici, sans doute depuis 2 ou 3 jours. La salle contenait, de part et d'autre d'une rigole centrale, 6 cages métalliques, au milieu d'un véritable dépotoir de meubles, d'appareils ménagers et de tissus. La plupart de ces cages étaient vides, à l'exception de gamelles pour chiens, de tapis sales et de déchets. Une seule, installée dans un coin sans lumière, renfermait une forme vaguement humaine. Alaric sentit monter en lui une nausée inhabituelle. Après toutes les années qu'il avait passées dans la police, tous les restes mortels découverts, les autopsies, les corps déchiquetés, dans tous les états de décomposition, il croyait être immunisé contre ce genre de sensations. Mais ce cadavre prisonnier d'une cage à chiens, traité comme un animal de contrebande, lui inspirait une irrésistible répugnance envers ceux qui lui avaient infligé cette horrible torture. Les 3 gendarmes ne bougeaient pas. Ils s'étaient arrêtés à l'entrée de la salle, comme s'ils avaient choisi de le laisser affronter seul l'horreur de la situation. Il se tourna vers eux, mais les 3 hommes ne lui rendirent pas son regard. Résigné, il marcha lourdement vers la victime. Au passage, on lui tendit une lampe torche. Il ne l'alluma qu'au dernier moment,
tandis qu'il retenait déjà sa respiration. La petite avait maigri. La mort ne l'avait pas défigurée. Elle avait toujours ce visage aux traits délicats, aux pommettes saillantes. Alaric avait visionné tant de photos et de vidéos familiales qu'aucun doute n'était possible. Camille. Le souffle lui manqua. Il avait besoin de s'asseoir, mais pas ici. Il tenta de reculer, buta sur une cage et tomba sur le sol de béton. Le bourdonnement devint assourdissant. Pendant une seconde, il perdit la vue. L'instant d'après, il sentit 2 bras solides se glisser sous ses aisselles. Ils le posèrent sur un billot de bois, de vol en colombier, une tour octogonale à la base en pierre. De là, il entendit la voix du négociateur, déformée par le mégaphone. « Regardez, je vais avancer seul et sans armes. Tout ce que je veux, c'est que personne ne soit blessé. Je ne suis pas votre ennemi. » Il se remit peu à peu de son malaise. La grêle avait cessé, laissant place à une pluie légère. L'image de Camille ne quittait pas son esprit. Clémentine lui manquait, avec sa rationalité, sa recherche obstinée des faits, même au sein des pires cauchemars. Seul et malade, il n'arrivait pas à retrouver ses réflexes de flic au moment où il en avait le plus besoin. Derrière lui, la porte du colombier était ouverte. L'unique pièce du bâtiment renfermait de petites menottes reliées à des chaînes, une sorte d'autel en pierre et divers instruments sur des étagères. Des couteaux sur un présentoir, des pointes en acier, des bouteilles remplies de liquides sombres et d'autres outils de torture. 2 projecteurs étaient fixés au mur et un trépied portait une caméra vidéo dirigée vers l'autel. Alaric comprit immédiatement la fonction de cette installation, mais son esprit refusa de lui représenter les scènes qui avaient pu se dérouler dans cette tour. Un des 3 gendarmes parlait à voix basse dans sa radio. Il s'adressa au policier. « Vous ne pouvez pas rester ici. Le suspect est armé. Le commandant veut que vous attendiez dans la grange. » Il désigna l'entrée du bâtiment voisin d'un geste qui ne laissait aucune place à la contestation. Alaric n'avait ni la force ni l'envie de lui résister. Il se leva difficilement et parcourut les quelques mètres qui le séparaient du seuil, un rectangle découpé dans la tôle ondulée. Il se dit qu'il aurait peut-être la possibilité de suivre la négociation depuis l'intérieur. Il chercha un interrupteur, mais ne trouva qu'une lampe de chantier accrochée à une poutre, qu'il brancha sur une rallonge abandonnée sur le sol. Une lumière vive éclaira un espace saturé de caisses, de vieux magazines, de pièces de voiture et de nourriture pour chiens. La fenêtre du fond n'était pas visible, cachée par une carcasse de tracteur évoquant le passé de la ferme. L'attention d'Alaric fut attirée par un plan de travail suspendu juste en face de l'entrée, couvert d'objets qu'il n'identifia pas tout de suite. Il s'en approcha et découvrit un ensemble de poupées, bijoux de pacotille, dessins d'enfants, doudous et tétines, datant d'époques diverses. Il n'était pas difficile d'imaginer d'où venaient ces pièces. Le suspect avait dû prendre l'habitude de collectionner les trophées de ses crimes, qu'il conservait dans la grange à la vue de tous. Parmi ces macabres souvenirs, il avait disséminé quelques éléments plus mystérieux, qui ne pouvaient appartenir à des enfants. Une douille de fusil de chasse, une broche en métal, des lunettes d'adulte et un damier de marbre brisé. En examinant la broche, Alaric éprouva une incontrôlable sensation de dégoût que rien ne justifiait. Elle se présentait comme un papillon doré, aux antennes ressemblant à des cornes, muni de 4 ailes de jade en forme d'amande et de quelques brillants de pacotille. Dans le brouillard de son esprit, il ne peut retrouver ce que lui rappelait cette broche. Il évita de la manipuler pour ne pas polluer la scène de crime et se contenta de la prendre en photo. Il venait d'empocher son téléphone quand un bruit le fit sursauter, comme la fermeture d'une armoire de l'autre côté du tracteur. Il se retourna et un homme apparut, un grand type aux traits marqués dont les cheveux, la barbe et les sourcils avaient été minutieusement rasés. Un nom lui vint, Fred Ledoux, le propriétaire de la ferme, un violeur récidiviste que le groupe Hottier soupçonnait de l'enlèvement de Camille. Les 2 hommes se figèrent,
aussi surpris l'un que l'autre. Dehors, Alaric entendit que le GIGN lançait une offensive contre les occupants de la porcherie. « Ils vous ont envoyé pour me tuer, c'est ça ?» dit Ledoux. Alaric n'arriva pas à répondre. Le malaise qui ne l'avait pas quitté depuis la découverte de Camille l'envahit, comme une marée de goudron. Il lutta pour maintenir les apparences, mais chaque seconde qui passait réduisait un peu plus son énergie et sa lucidité. Enfin, l'obscurité l'engloutit et il perdit conscience. Voilà, c'était le chapitre 1 de L'arme de papillon de Guy Morand. Un super polar, n'hésitez pas à vous le procurer. Je vous souhaite à toutes et à tous une belle journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.